Eh bien, bonjour à chacun, à chacune. Merci d'être venu ce soir et d'avoir répondu aux messages qui vous sont parvenus, ou par moi, ou par bien d'autres, parce que j'en connais pas la moitié dans la salle, et je trouve que c'est chouette que le message passe aussi bien. Alors, ça va être un peu difficile de le présenter. Tout d'abord, je vais présenter le professeur Aziz El-Abrani-Joutet. Ça fait bien comme ça. C'est un scientifique, un médecin, qui a une formation donc scientifique, mais ça, il va vous en parler un petit peu. Mais moi, je voudrais surtout vous parler de l'homme, parce qu'il ne va pas parler de lui, je pense, de cette façon-là. Et devant vous, vous avez non seulement un scientifique, mais aussi un homme qui a un corps beau comme ça. Et c'est aussi l'homme qui est là ce soir devant vous. Alors bon, j'ai fini pour mon discours, qui était très court, mais pour info, dans le hall d'accueil, il y a des feuilles sur lesquelles vous pouvez marquer si vous êtes disponible pour faire du covoiturage, pour ce soir à demain pour aller aux Alérions à Taloir, et ce soir pour aller aux Alérions aussi ce soir. Et puis, il y a des feuilles aussi sur lesquelles vous pouvez marquer vos coordonnées si vous ne participez pas au stage et si vous avez envie d'avoir des nouvelles de l'approche matricielle. Et puis, nous sommes à votre disposition à la fin pour répondre à vos questions, si questions il y a. Bonne soirée, à tout à l'heure. Merci. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Elle a commencé par décrire mon parcours. Je suis médecin de formation, endocrinologue, j'ai fait beaucoup de sciences fondamentales, on appelle ça les sciences fondamentales, l'immunologie, l'embryologie. J'ai fait tout ça il y a plus de 14 ans, j'ai dirigé le laboratoire de recherche au Maroc, mais j'ai tout quitté. Je ne fais plus rien de tout ça. Je me suis libéré d'un système. Pour pouvoir parler, il faut être libre. Bon, pas le libertinage, la liberté dans le sens de réveiller un potentiel. Quel potentiel? Est-ce que l'homme vit réellement sa vie? Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Magnifique. C'est ce que j'appelle la fondamentale. Est-ce que vous avez la fondamentale en vous, la joie sans objet? Est-ce que vous touchez cette réalité à chaque instant de votre vie? Magnifique. Tout le monde me dit oui. Mais en réalité, il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Il y a beaucoup de souffrance. Si vous faites un peu, vous jouez le rôle d'un thérapeute, vous allez voir qu'il y a beaucoup de souffrance. Les gens souffrent. Si vous êtes à Paris, vous vous réveillez à 6 h du matin, prenez le métro, vous allez voir les gens comment ils souffrent. Le regard des gens. Ils n'ont pas envie d'aller travailler. Mais ils ne peuvent pas, il faut qu'ils travaillent. Travailler plus pour gagner plus. Les dogs. Cela, c'est notre vie. On est programmé pour suivre un idéal, mais tout est devenu complètement problématique, à tel point que la vie est devenue un potentiel de souffrance. Pourquoi? Pourquoi l'homme souffre? Est-ce que c'est sa destinée de souffrir? Est-ce qu'on est là pour souffrir? Ah, bien sûr, l'enseignement judéo-chrétien va dire oui, on est là pour souffrir, parce que Dieu a souffert pour nous. Si vous voulez arriver, moi je parle du principe, prenez n'importe quelle théorie. Et si vous êtes dans la joie par rapport à cette théorie, prenez cette théorie comme référentiel. Mais il suffit d'être dans cette fondamentale avant. Est-ce que vous êtes heureux par rapport à ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en permanence en train de chercher quelque chose parce qu'il vous manque quelque chose? Si vous prenez le référentiel physique, la physiologie, notre corps, c'est ça la vision matricielle. Son référentiel, c'est le corps. Est-ce qu'on arrive à gérer les problèmes physiologiques? Quand on a une maladie, quand on a un problème physiologique, est-ce
qu'on arrive à le gérer d'une façon subtile, où il faut qu'il y ait toujours une extériorisation pour gérer notre problème. En général, on s'extériorise. On cherche à apporter une thérapie, à s'extérioriser. Dans ce mot, il y a deux concepts qui sont fondamentaux. L'extériorisation, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas dans ta complétude, il te manque quelque chose. Deuxième facteur, l'extériorisation va ramener une notion fondamentale qu'on appelle la séparabilité. On se sépare de quelque chose en nous, qui est en nous, qui vit en nous, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre être fondamental. On est dans la séparabilité, on se sépare de quelque chose qui est fondamental par rapport à notre expérience de chaque jour. Comment faire pour ne plus être dans la séparabilité? Comment faire pour inverser le processus de l'extériorisation? C'est notre culture, c'est notre éducation de s'extérioriser. Le premier facteur de l'extériorisation, on appelle ça l'analyse. Analyser. Anna, c'est la lumière. Lise, la destruction de la lumière. Quand tu analyses, tu es dans la séparabilité par excellence. Mais notre vie est un ensemble d'analyses. Vous vivez un événement, au lieu d'être avec l'événement, de poser votre regard par rapport à l'événement, vous avez des réflexes limbiques pour l'analyser. Et ça amène vers quoi l'analyse? Vers la déperdition de l'information contenue dans l'événement. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'événement est porteur de quelque chose pour vous, qu'on appelle l'information. Il est là pour vous initier à quelque chose de très subtil. Quand vous commencez à l'analyser, vous êtes en train de le cacher, de le occulter. L'information est occultée par l'analyse. Mais en Occident, on est complètement dans l'hyperanalyse. Chaque chose dans notre vie passe par le tri de l'analyse. Analyser, c'est bien, mais il y a des limites. La loi du juste milieu. Quand il y a de l'exagération, il y a un facteur pathologique qui va se mettre en place. Dans l'analyse, il y a la séparabilité. Donc tu te sépares de l'événement. Et tu crées ce qu'on appelle la distance. Tu n'es pas en résonance avec l'événement. Tu n'es plus en résonance avec l'événement. Et cet événement est porteur de quelque chose qui va te servir. C'est ce qu'on appelle l'information, mes amis. L'information est quelque chose de capital au niveau de la conscience, mais aussi au niveau de la biologie. C'est quoi l'information? C'est un processus qui n'est pas du quantitatif, qui va réguler les mécanismes physiologiques. Exemple. Quelqu'un qui a une pathologie, on va le traiter. Disons le cancer, qui est de plus en plus fréquent maintenant. On ne sait même pas pourquoi. Parce qu'on a des traitements pour ça. On arrive à éradiquer les cellules cancéreuses. On a parfois, même en allopathie. C'est pas négatif l'allopathie, à ne pas rejeter, mes amis. Elle fait partie de notre système. La vie, c'est le non-rejet. Quand tu commences à rejeter, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est l'homéopathie, tu es dans le rejet. Et quand tu rejettes une partie de toi-même. Le non-rejet, c'est le principe fondamental de la vie. Il faut faire avec et pas rejeter ce que, en réalité, forme ta vie. Donc on peut voir une thérapie qui va éradiquer toutes les cellules. Ça, on l'a déjà fait, on a traité des gens, ils n'ont plus de cellules cancéreuses, mais on leur dit, il faut venir dans 6 mois. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont revenir. On ne peut pas les quantifier. On a tué toute la structure matérielle, on a pu
renversé le processus au niveau lésionnel matériel, mais on n'a pas pu agir sur un facteur fondamental qu'on appelle l'information. C'est-à-dire l'information qui a initié la matière, qui a donné forme à cette cellule cancéreuse. Elle est toujours là. Elle est toujours présente. On a tué toutes les cellules. On a fait l'essentiel au niveau thérapeutique. Mais on n'a pas agi sur l'information. Et c'est pour ça qu'il y a des récidives. Et c'est pour ça que le médecin te dit reviens dans 6 mois. Parce qu'il a des statistiques, lui. Donc l'information est fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'information? C'est un processus qui n'est pas de l'ordre du quantifiable. On ne peut pas le quantifier maintenant. C'est quelque chose de très subtil, qui circule dans le corps et qui est porteur d'un moule, d'un processus. C'est l'information qui guide la matière. C'est l'information qui donne forme à la matière, qui structure la matière, qui oriente la matière. Si tu as une cellule qui commence à dégénérer, c'est parce qu'elle n'est plus informée comme avant. Quand tu n'arrives plus à envoyer l'information nécessaire pour restructurer la matière se perd, elle dégénère. On peut même définir la dégénérescence comme une perte informationnelle. Ça, c'est la nouvelle vision de la physiologie, mes amis. La médecine n'a pas pris en considération le concept d'information. C'est pour ça qu'il a un petit retard par rapport à ça. La thérapie, c'est quand tu arrives à alchimiser l'information de causalité qui va causer le problème. Il y a des voies pour ça. La médecine propose une technique matière, elle va détruire la matière. Oui, mais qui commande la matière? Qui va orienter, structurer la matière? C'est ce petit processus implicite, subtil, qui circule au niveau du corps. Un autre exemple en physiologie, vous allez comprendre. On a pris des atomes radioactifs, on les a injectés. On a trouvé que pratiquement en un an, tous les atomes du corps vont changer. Tous les atomes de ton corps changent chaque année. Je parle de atomes, matière, pas énergie. Ça veut dire au niveau matériel, tu n'es plus le même. Chaque année, tu es différent. Quelle chance! Si tu es malade, tu ne seras plus malade. Mais attention, les maladies chroniques restent. Celui qui a une hypertension, il a toujours l'hypertension. Le diabète est toujours diabétique. Comment ça se fait? Alors que tous ces atomes ont changé. Il faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matière, qui circule dans le corps, qui donne forme à la matière. Je crois que c'est fondamental d'insister sur ce concept qu'on appelle l'informationnalité. J'ai changé un peu, parce que l'information est statique. Je dis l'informationnalité pour donner à ce concept un processus dynamique. L'information est fondamentale. Quand vous allez comprendre que votre corps est structuré comme un fleuve changeant, activé par un processus informationnel qui va être régi par 3 consciences. C'est ce qu'on voit dans la vision matricielle. Le modèle de l'approche matricielle est le suivant. Votre corps, il est quantique, changeant, discontinu, et il est sous la dépendance de 3 matrices de base qu'on appelle les 3 consciences de base. Il y a les consciences fœtales, qu'on appelle les hic, c'est les consciences mésodermiques, endodermiques, ectodermiques. C'est des consciences en rapport avec tout ce qui est régressif, toute la sphère fœtale. Parce que le fœtus, en réalité, mes amis, quand il vit 9 mois, c'est pas que 9 mois qu'il vit, c'est des millions d'années. C'est ce qu'on appelle la phylogénèse. Et pendant 9 mois, il va récapituler des millions d'années d'évolution. C'est-à-dire, il est porteur d'une temporalité concentrée, condensée.
En 9 mois, il symbolise, il est porteur de millions d'années d'évolution. Ça, c'est les consciences régressives. Consciences régressives qui vont amener l'embryon à raisonner d'une façon régressive. Ça veut dire quoi, mes amis? Parce que l'embryon vit dans l'eau. Il a un référentiel eau. Et dans l'eau, il y a toute la problématique phylogénétique. C'est là où l'embryon a vécu d'une façon implicite les réactions reptiliennes intenses qui sont la lutte, la fuite et l'inhibition d'action. Les 3 réactions de base de la survie, et qui sont reptiliennes. Ils ont une coloration reptilienne et limbique aussi. Ça veut dire quand tu es maintenant un adulte, tu n'es plus un embryon, tu as quitté les consciences involutives, tu as quitté l'eau comme référentiel et tu as pris le référentiel R. Normalement, il ne doit pas y avoir ces facteurs régressifs phylogénétiques. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des gens qui vivent un état de lutte chronique. Au départ, c'était un état de lutte aigu par rapport à un événement réel que la phylogénèse peut symboliser sous plusieurs formes, mais maintenant ça devient un état virtuel. Il y a des gens qui vivent d'une façon chronique un état de lutte permanent, sous la dépendance du cerveau reptilien. Et il y a des gens, tu leur parles, on dirait qu'ils sont prêts à la lutte. Et le problème de la lutte chronique, quelqu'un qui vit ce phénomène chaque matin, il se réveille, il est dans un état de lutte, il cherche avec qui il va rentrer en état de lutte. Bon, sa femme à côté. Mais s'il ne trouve pas, il cherche, il trouvera quelqu'un. Le problème de la lutte, elle va se somatiser à long terme. Et ça donne des pathologies souvent auto-immunes. Et c'est ce qu'on voit maintenant, beaucoup de pathologies auto-immunes, de dégénérescence. Maladie d'Hashimoto, les rectocolies, hémorragiques, la maladie de Crohn. Beaucoup de pathologies qui sont en rapport avec cet état de lutte chronique. Tu bascules d'un état réellement intégré au niveau embryonnaire à un état projeté au niveau de l'état adulte. Et tu vis l'état de lutte chronique. Ou bien la fuite chronique. Il y a des gens qui sont dans un état de fuite, ils ne peuvent jamais arriver jusqu'au bout. Même dans leurs projets. Lorsqu'ils vont voir que les choses arrivent, ça prend forme, ils vont fuir. C'est parce qu'il y a une mémoire. Comprenez bien ce mécanisme. Il y a une mémoire très ancienne, de l'ordre de la phylogénèse embryonnaire, qui est stimulée par cet état de fuite. Cette mémoire, elle est ancienne, elle est aiguë, il n'y a pas de prédateur pour fuir maintenant. Le référentiel a changé, mais tu gardes l'état d'inhibition dans ta conscience. Les gens vivent souvent dans l'état de fuite chronique ou d'inhibition chronique. Les 3 réactions de base d'Henri Laborie, qui a développé ça en tant que fonctionnement de notre physiologie, de notre psychologie. Je vois que je suis un peu scientifique, n'est-ce pas? Je vois vos regards et je dis, Habib, il faut changer un peu ce truc. Il parle beaucoup de ce truc. Phylogénèse reptilienne. Tu ne peux pas avoir un langage simple, Aziz, s'il te plaît. Ok. C'est mon observateur qui m'a orienté. Tout d'un coup, je prends conscience que j'utilise beaucoup un langage assez scientifique. Et je vais résumer avec des termes simples. Il y a 2 voies dans la vie. La voie régressive et la voie évolutive. La voie régressive va nous propulser dans les solutions. C'est quoi dans la solution? Le mot qui vient dans la solution, c'est l'eau. Quand tu vas faire quelque chose
dilué dans l'eau, c'est une solution. Et quand tu cherches la solution, tu cherches les états régressifs embryonnaires. Qui a vécu dans l'eau? C'est le fœtus, c'est l'embryon. Et la solution se trouve dans les phases embryonnaires. Par conséquent, je n'ai pas besoin de solution. Je ne veux pas de solution à mes problèmes. Je veux l'ouverture évolutive. Voyez la différence. Quand tu cherches une solution, tu te pièges. Et c'est pour ça que notre vie, c'est une recherche permanente, chronique de la solution. Et quand tu commences à chercher la solution, tu trouves toujours un problème. Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Parce qu'on est structuré comme un langage, mes amis. Quand tu te parles, tes cellules résonnent, elles vibrent. Et quand ça vibre, les cellules, ça se met en résonance avec ce que tu dis. C'est pour ça qu'on dit qu'on est structuré comme un langage. Pas simplement au niveau psychologique, au niveau physique même. Tes cellules, c'est une mouvance, c'est des mouvements. Il ne faut pas voir ça comme solide. Quittez la vision de solidification. Parce que cette vision va vous occasionner des problèmes physiologiques. Vous êtes une trame mouvante activée dans les mouvements changeants en permanence. Vous êtes un mouvement. Et ce mouvement est changeant. La solidité est une vision figée de notre mental. On croit qu'on est des objets solides. Les organes, c'est des objets solides, reliés par des tuyaux. Non, ce n'est pas des tuyaux, c'est des entités vivantes en mouvement. C'est ce qu'on appelle l'effet rotationnel de chaque cellule. Une cellule va bouger en permanence. C'est l'effet quantique discontinu, changeant à chaque instant. Quand tu commences à changer ton regard par rapport à ton fonctionnement, tu ne te vois plus comme un ensemble d'objets solides. Tu vois que tu es un ensemble des résonances perméables. C'est une fluidité. C'est déjà l'ouverture consciente. C'est déjà la guérison. Quand tu changes ton regard, tu ne te conçois plus comme un ensemble solide. Tu te vois comme une mouvance perméable, non résistante, qui laisse passer la lumière. Et là, c'est la thérapie par excellence. Mais nous, on ne peut pas changer notre regard, on est figé par des dogmes. Quand vous pensez à votre foi, c'est un organe rigide, fait de cellules figées, fixées, fixantes. Cette vision est une vision newtonienne qui a plus d'un siècle. Il faut qu'on change notre vision. La physique avance. Il nous a apporté un modèle magnifique pour nous dire il faut changer votre regard par rapport à votre corps. Quand tu restes selon les anciennes dogmes et tu vois ton corps comme étant un ensemble d'objets solides, et c'est le commencement des problèmes. Mais nous, on ne peut pas quitter cette vision. Parce que dans cette vision, il y a le phénomène de la séparabilité qui est le maître mot de ma vie, qui catalyse ma vie. Il faut que je me sépare pour que je puisse analyser. Et puisque je suis un analyste chronique, je ne peux pas avoir l'autre vision. Parce que j'analyse tout ce qui bouge dans ma vie. L'autre vision, qu'est-ce qu'elle dit? Ton corps est un fleuve. Il est changeant. Et tu ne peux pas le cerner par une analyse. Chaque fois quand tu essayes de le comprendre, tu le figes, il a déjà changé. C'est ça le quantique, c'est le changement à chaque instant dans la discontinuité. Quand vous avez un symptôme, vous allez voir un médecin. On n'a rien contre les médecins. Ils répondent à leur référentiel qui est symptôme, diagnostic, traitement. C'est ça, on a appris ça
On a appris à partir d'un symptôme de découvrir un diagnostic et de trouver un moyen efficace pour traiter. Et tu rentres avec des symptômes, tu sors avec une maladie. En plus, ce qui est important à comprendre, parce qu'il va être aidé par ce qu'on appelle des bilans biologiques ou radiologiques. Et tu deviens un dossier figé, fixé. J'exagère un peu exprès. Il y a un scanner, il y a de la radiologie dans le dossier. Il te dit, viens Habibi, après une semaine, on verra ça. Mais pour le médecin, tu es quelque chose de figé, selon une image radiologique, un scanner. Il ne te regarde plus, il ne regarde que le scanner. Voilà ce que tu as. Mais en réalité, toi, en tant que résonance quantique, tu as déjà changé. Tu n'es plus le même. Une semaine, au niveau changement subatomique, c'est énorme. Tes cellules, ta structure de base, tes résonances fondamentales, tes systèmes énergétiques, tout ça va bouger. Mais pourquoi je vais être toujours le même, la même image dans cette image scanner? Pourquoi je vais être toujours la même image? Et je pourrais avoir un réflexe et dire au médecin, je ne suis plus cela. J'ai changé, Habib. Moi, je change. Si on a ce réflexe d'être conscient qu'on est à chaque instant différent, c'est déjà une thérapie en soi. Mais on n'est pas là. On veut encore fixer les événements. Notre mental est basé sur la fixité. Notre intelligence est structurée dans la dynamique changeante. La différence est énorme. Quand tu es propulsé par la conscience, tu te vois changeant. Quand tu es dominé par le mental, tu cherches la fixité et les éléments de séparabilité. Ça veut dire que le problème que je vis, c'est pas la maladie qui me domine, c'est pas la médecine, c'est le contenu de ma conscience. Comment elle est faite, cette conscience? Comment je perçois le monde? Comment je le concrétise? Comment je le conscientise? C'est ça le commencement, mes amis. Comment je conscientise ce monde, ce corps? Peu importe ce que je mets à l'intérieur, mais comment je le fais? Quel est mon référentiel de base? Si je suis dans un référentiel de fixité, je ne peux pas prétendre être autre chose qu'une résonance mentalisée fixante. Si je prends le référentiel quantique, là j'ouvre les portes à autre chose, à une possibilité énorme. La question qui se pose maintenant, comment faire pour ouvrir cette porte, pour laisser passer une autre information, sachant que la matière est sous la dépendance de l'information. Comment faire pour réveiller le plein potentiel informationnel de mon corps? Comment on peut faire ça? On cherche une technique, bien sûr, on va chercher une méthode, un protocole. Mais tout protocole émane d'une résonance de fixité activée par le mental. Vous voyez comment on est piégé. Tu cherches un protocole, tu vas apprendre une technique, tu vas commencer à l'approfondir, mais c'est les mêmes mécanismes que le mental. Comment être dans un protocole sans protocole? Comment réveiller ce potentiel en nous? Alors que c'est la conscience qui est fondamentale, parce que quand tu cherches à mettre un protocole, tu es déjà dans la fixité. Tu es déjà dans les éléments de fixité. Et paradoxalement, nous, mes amis, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les méthodes, comment faire pour arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour réveiller ma conscience? C'est des fausses questions. On ne peut pas
trouver une méthode qui va réveiller le plein potentiel de l'être. Toute méthode devient caduque par rapport à ça. Il n'y a pas de méthode. C'est notre présence, c'est notre être. C'est comme si tu dis comment réveiller l'être. Mais c'est un non-sens cosmique. L'être ne se réveille pas, il est réveillé par nature, il est dans l'éveil permanent. Mais tu dis comment être dans l'éveil? Comment être dans la dynamique changeante de la conscience? On n'a pas de réponse. Est-ce que vous êtes prêt à vivre quelque chose sans apporter de réponse? Vous cherchez toujours les réponses, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes prêt à poser votre regard sans chercher la réponse? Je pose simplement mon regard. Je vois ma difficulté. Je vois que je ne peux pas trouver quoi que ce soit. Je pose mon regard. Et ce qui va découler, c'est d'un autre ordre. C'est ça l'expérience que je vous invite de faire. Ne pas chercher la solution. Portez simplement votre regard. Ne pas analyser, ne pas rejeter, ne pas fuir, ne pas être dans la lutte chronique, l'inhibition. Posez simplement votre regard. Est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est possible, n'est-ce pas? Pas évident de toute façon. Posez simplement son regard. Et ne pas changer ce qui est. Sans se perdre dans les concepts abstraits ou les concepts qui provoquent une mémorisation de l'état de fuite ou de lutte ou d'inhibition. Tu es en résonance avec ce qui est, sans chercher quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut le faire? L'approche matricielle propose différentes visions ou différents regards par rapport à cet événement. Il utilise des traditions, ce que j'appelle les traditions évolutives, le sophisme et les Védas. Pourquoi utiliser une tradition? Dans la tradition, il y a quelque chose de vivant. Mais une tradition qui n'est pas dans l'actualisation est une tradition morte. Il faut actualiser la tradition. Si vous avez une tradition, et si vous êtes incapable de l'actualiser, c'est-à-dire d'épouser une tradition qui va épouser les résonances temporo-spatiales de notre époque, c'est une tradition morte. C'est ce qui se passe avec beaucoup de traditions, mes amis, maintenant. Parce qu'on part du principe, une tradition est figée. Ben, c'est l'inverse même. La tradition évolutive, elle change. Elle doit répondre à notre époque, à notre espace-temps. Qu'est-ce qui se passe dans cette époque? C'est une époque scientifique. La tradition doit avoir un regard. On doit poser notre regard sur la tradition d'une façon scientifique, à travers les données de notre époque. Quelles sont les données de notre époque? La physique quantique, la biologie moléculaire, la grande technologie, tout ça, c'est notre époque. Il faut faire avec. Tout le monde ici, il a un portable. Il a un téléphone portable. N'est-ce pas? C'est devenu nécessaire. Mais en même temps, vous êtes en train de dire « Ah, ça me bombarde avec des ondes. » Oui, mais il faut faire avec. Il ne faut pas rejeter la technologie. Ça fait partie de notre époque. Simplement, il faut se renforcer intérieurement. Quand tu donnes de l'importance à tout ce qui est extérieur, ton intériorité devient petite, fragile, négligeable. On dit en physiologie, le terrain est primordial. C'est le terrain qui est principalement important. Ce n'est pas le germe.
Si tu donnes trop d'importance au germe, tu deviens secondaire. Et il peut devenir plus virulent. Le germe, il est ce qu'il est. Mais si tu renforces le terrain, et le germe devient caduc, c'est à toi, à ta conscience, à ta résonance fondamentale, que les choses doivent revenir. Tu es l'alpha et l'oméga de tous les mécanismes. Par conséquent, on doit renforcer ton potentiel pour que ces ondes viennent et ils te trouvent fort. Ils deviennent caducs, ces ondes. Ces bactéries, d'ailleurs, les bactéries, c'est nos amis quand même. On est plus bactérien que cellulaire. Et pourquoi toujours donner de l'importance à l'extériorité? Pourquoi cet élan de séparabilité? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à renforcer notre intériorité. On n'arrive pas à donner tellement de résonance à notre intériorité. On se trouve négligeable, fragile. On n'a plus cette force pour... Après, on va donner tout le potentiel aux germes, aux virus. Le terrain devient faible. Et c'est pour ça qu'on fait des infections, des pathologies. On a minimisé le potentiel intérieur et on est attaqué par tout ce qui est dans l'environnement, au lieu de renforcer le principe fondamental qui est le terrain, à tous les niveaux. Terrain physiologique, psychologique et spirituel. Comment renforcer le terrain physiologique? Renforcer le système immunitaire, oui, mais comment? En étant tolérant à tout ce qui existe. Le système immunitaire, mes amis, ce n'est pas un système de défense, c'est un système de tolérance. Si tu te défends, tu te pièges. Quand tu commences à être agressif par rapport à un germe, tu lui donnes forme, il devient virulent. C'est ton agressivité qui donne forme au germe. On a tout inversé. Maintenant, bien sûr, c'est un idéal de dire le système immunitaire est un système de tolérance. Il est condensé dans le champ morphique de la conscience collective comme un système de défense. Il faut qu'on se défende. Maintenant, c'est une réalité. C'est une réalité basée sur une erreur fondamentale au départ. C'est ça ce qu'on appelle la corrélation des champs. Parce qu'au départ, il y a des erreurs qu'on a admises, qu'on a pris comme réalité, et qu'on a structuré des champs dans l'espace par rapport à ça, ce qu'on appelle les champs morphiques, et c'est devenu une réalité. Toute notre physiologie est basée sur ce principe. Toute la physiologie est basée sur ce principe, mes amis. Si tu prends un germe, prenons un cas facile à comprendre. Le germe rentre dans ton corps. Tu développes des anticorps. Mais les anticorps que tu as développés sont nouveaux aussi. Il faut développer des anticorps. Anticorps 2. Après, les anticorps 2 sont nouveaux. Parce que c'est aussi des antigènes. Et donc des anticorps 3. Et la chaîne ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on appelle l'image interne. Un anticorps qui va reproduire la notion de système HLA. C'est comme les organes. Et le système va te dire, arrête, tu es en train de produire des anticorps contre toi-même. C'est ce qu'on appelle le réseau idiotype. Mais tout ça a été déclenché parce que, au départ, tu t'es protégé contre un germe en produisant un anticorps. Si tu le laisses passer, rien ne se passe. Si tu ne te défends pas. Une fois, un grand immunologiste nous a posé la question, quelle est cette espèce qui pourrait résister s'il y a une épidémie forte? Eh bien, la réponse était l'espèce qui n'a pas de système immunitaire. Elle ne se défend pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est un symbole. Maintenant, on se défend, on est obligé de se défendre, hein, parce qu'on est dans un élan de l'agressivité globale et globalisante. Là, ce que je vous dis, c'est un cas idéal. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est structuré à partir des éléments de notre conscience, même au niveau physiologique. Quand tu es dans l'agressivité,
eh bien tu fais appel à l'agressivité par rapport à ces données, par rapport à ces mécanismes, par rapport à ces créatures que tu appelles les virus, les bactéries, les ondes. Tout ça vient réconforter le contenu de ta conscience. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? La peur? Eh bien tu trouveras la peur. La protection, tu cherches la sécurité. Eh bien, Habibi, tu vas te protéger jusqu'à être dans l'état de non-sécurité. L'hyperprotection génère sa négation. Et on vit dans ces problèmes en permanence. On vit dans ces problèmes. Les traditions, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut sortir de cela. Changez votre contenu de la conscience. Si tu changes le contenu d'une conscience, tu changes ton regard, tu changes ton potentiel, tu changes ta façon de voir ce monde, tu te libères. Se libérer pour une tradition, c'est se mettre en résonance avec ce qui est, en changeant son regard par rapport à ce qui est. La tradition évolutive, c'est une tradition qui a ce potentiel de changer. Ce n'est pas une tradition morte. Dans le soufisme, mes amis, le soufisme est antérieur à toutes les religions d'abord. Ce n'est pas connecté simplement à l'islam. Il est très antérieur. Le soufisme, c'est la naissance d'une tradition évolutive d'ouverture de la conscience par rapport à la présence de cette qu'on appelle Adam, l'être primordial, comme dans la Kabbale. Adam Kaidoum, le prototype, l'archétype. Mais bien, cet archétype a généré un potentiel évolutif connexionnel avec l'être. Et il a fermé la porte à ce qu'on appelle la régression involutive. Il y a l'existence et l'être-té. L'existence, c'est tout ce qui est en rapport avec l'involution, la phylogénèse, des millions d'années d'évolution, de souffrance, de la guerre entre la lutte, les prédateurs, la fuite. Imaginez la phylogénèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfer. C'est l'enfer, mes amis. Des millions d'années. Et c'est pour ça que certaines traditions nous disent l'enfer, c'est en vous. Ou, pendant 9 mois, le fœtus a vécu, certes, des ouvertures paisibles, mais il est surtout dominé par une régression. Comment il peut faire pour changer son regard vers la conscience évolutive? C'est une vraie question. Comment on peut faire pour porter un autre regard? La tradition nous dit il y a une possibilité. Et cette possibilité réside dans ce qu'on appelle la fluidification du cerveau. La tradition nous dit, vous êtes arrivé dans cette phase, la conséquence de ce que vous êtes maintenant. Vous êtes un ensemble de dogmes, de structures figées, à tel point que votre cerveau est devenu rigide. La tradition nous dit, maintenant vous êtes dans une phase, votre cerveau n'arrive plus à gérer le renouveau. Il vibre avec tout ce qui est ancien. C'est le cerveau devient rigide. La tradition dit, c'est une urgence de le perméabiliser, de le rendre souple, perméable. Toutes les traditions insistent sur cette perméabilité et ce passage de cette lumière réelle qui va fluidifier cet organe magique qu'on appelle le cerveau et le cœur. Les deux, parce qu'ils sont en interconnexion. Il y a des populations cellulaires cardiaques, neuronales et astrocytaires qui sont en résonance avec de façon subtile. Et si ça reste lourd, rigide, on ne peut pas changer notre regard. On ne peut pas fluidifier notre regard. On va rester rigide. Notre cerveau est devenu tellement rigide qu'on n'arrive plus à respirer la vie.
Et c'est ça notre problème actuel. Quand j'ai fait une petite lecture, toutes les traditions insistent, il y a eu un passage de l'homme où il va perdre cette fluidité. Et c'est devenu nécessaire, c'est notre cas maintenant, on a perdu cette fluidité. C'est pour ça que, je parlais tout à l'heure, est-ce que vous êtes heureux? Tout le monde m'a dit oui, je ne sais pas. C'est pas évident. Être heureux, c'est laisser passer cette lumière. On peut définir ça d'une façon physiologique. Être heureux, ce n'est pas une donnée psychologique, c'est une réalité physiologique. Le substratum physiologique du bonheur, c'est la perméabilité neurocérébrale qui va laisser passer la vraie lumière. Il y a deux lumières, mes amis, dans l'univers. Il y a deux types de lumière. Il n'y a pas une seule lumière. Il y a la lumière photonique, électromagnétique, qui est agitée. Et qu'on sait comment elle s'active, elle est ce qu'elle est. Cette lumière-là, dans cette salle électromagnétique, elle est nécessaire, certes, mais elle ne représente dans l'univers que 0,1% de la masse globale de la vraie lumière. La vraie lumière, elle est invisible. Dans toutes les traditions, on dit que la vraie lumière est invisible. C'est pour ça que le monde invisible est plus important que le monde visible. Ce que vous êtes en train de voir, et c'est la science qui l'a démontré ça, ce n'est pas l'ésotérisme, vous êtes en train de voir une toute petite partie des interférences électromagnétiques qui ne dépassent pas 0,1%. Le reste est fait par une autre lumière. Et on n'a pas été éduqué pour mettre en évidence cette lumière. On n'a pas été éduqué pour révéler ce potentiel qui est dans notre cerveau. On a 10 milliards de neurones qui vont réfléchir les ondes électromagnétiques, qui vont dialoguer avec la lumière agitée, et on a 90 milliards d'astrocytes qui vont dialoguer avec la lumière réelle. Ils sont endormis. On est comme dans un état d'hypnose. Parce que notre cerveau est rigide. Cette rigidité a commencé depuis des milliers d'années. Et ça continue maintenant. Et on répète toujours les anciens schémas avec un esprit rigide, un cerveau rigide. Si vous prenez le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et vous voyez que ce cerveau est rigide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en permanence tourner en rond, il va répéter les anciens schémas. Et c'est notre vie, on répète toujours les anciens schémas. Souvent, on répète les mêmes choses. Quand on a peur d'une chose, on va fuir dans une autre, on répète les mêmes mécanismes. Pourquoi? Parce que notre cerveau est rigide, il n'a plus cette fluidification, cette perméabilité qui est nécessaire pour un fonctionnement d'un être humain qui cherche à augmenter son plein potentiel de vie qu'on appelle l'être global et globalisant. Et cet être réside dans le nouveau fonctionnement du cerveau néocortical qu'on appelle le préfrontal, qui est une structure physiologique, et qui va s'ouvrir sur un potentiel énorme. Le préfrontal est spécialisé dans l'analyse via les neurones, et le préfrontal est spécialisé dans la transanalyse via les astrocytes. Et on a 90 milliards d'astrocytes, donc énormément de potentiel caché. Et bien, c'est nécessaire de faire activer tout ça. C'est la physiologie qui nous parle, ce n'est pas l'ésotérisme. On a besoin de réveiller ce potentiel, les amis. Et je reviens à la tradition évolutive. Elle a dit qu'il va y avoir un passage où l'homme va perdre ce potentiel, il va devenir rigide et il faut l'activer. Comment? Elle propose, les Védas et le soufisme proposent des outils. C'est ce qu'on va voir dans la formation de 2 jours demain. Mes amis, je vais leur donner quelques outils pour réveiller cette fluidité. Parce que notre langage, si on est structuré comme un langage,
Si le corps est une résonance langage, les travaux de René Tam, d'autres chercheurs, ils ont démontré, Étienne Guillet et d'autres, au niveau de la biologie moléculaire, que le corps, c'est comme un langage. Lacan parle au niveau psychologique, l'inconscient est structuré comme un langage, mais là c'est encore plus profond. Toute la résonance physique est un langage. Quand tu parles, il y a l'effet explicite et implicite, tu te structures à travers tes mots. La syntaxe vibre avec les 3 feuillets embryonnaires. Donc tu te structures en parlant. Mais quand tu dis quelque chose, il y a la partie révélée, il y a la partie implicite que tu n'as pas pu dire d'une façon explicite. Et c'est la partie implicite qui est la plus importante, qui te structure. Et tu ne sais même pas comment. Il y a des choses inconscientes qui vibrent au fin fond de ton être, qui te structurent en permanence, sans que tu le saches. Et tu te dis, pourquoi je suis malade? D'abord, il faut savoir comment tu te parles à toi-même, au fond de toi-même, à travers toi-même, par toi-même. Comment tu te structures à travers le langage implicite et explicite. Et le sophisme nous dit, oui, tout est langage. Même l'univers est un langage à 99 matrices. Et le sophie dit, oui, je possède le langage de la source. Et je peux dialoguer avec la source. Donc je peux fluidifier mon cerveau avec un langage particulier qu'on appelle les sutras, les matrices. C'est une des possibilités, je ne vous dis pas que c'est la seule. Dans le soufisme, il y a cette voie qui réveille ce potentiel pour que l'homme retrouve sa fluidité limbique, reptilienne et néocorticale, avec ce qu'on appelle la répétition limbique. Ça, c'est une possibilité, c'est une technique intéressante. Les Védas aussi parlent de cette répétition intérieure pour réveiller ce plein potentiel. Mais, mes amis, on n'est pas tous orientés vers cette voie. Ici, il y a des gens qui vont me dire, mais moi, ça ne me dit absolument rien, ce truc, méditer, répéter. C'est pas pour moi, ce truc, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont réfractaires à tout ça. Mais notre époque est particulièrement importante parce qu'on a une énergie qui pourrait être une résonance par rapport à ces mécanismes. Exemple, si j'utilise l'énergie information radiante, comme ce que je vais vous faire tout à l'heure, c'est l'équivalent de répéter un sutra ou une matrice ou un mantra d'une façon objective, pas d'une façon psychologique subjective. On peut basculer de la subjectivité interobjective à l'objectivité objectivante scientifique. C'est notre époque. La science évolue vers ça. Même l'information, je suis sûr que maintenant, il y a des techniques, des appareils pour la quantifier. Ça n'existe pas dans le domaine médical, mais peut-être dans la technologie de l'armement, sont très évolués, ces trucs. On peut trouver une technique pour quantifier l'information. L'information, c'est de l'ordre du subtil, 10 puissance moins 19,39, c'est très, très, très petit. Ça touche la constante de Planck. Donc c'est difficile de la quantifier. Mais avec cette énergie radiante, on peut, même ceux qui ne sont pas dans cette écoute, et c'est leur référentiel, ils ne sont pas en dehors du système, simplement c'est un référentiel, c'est leur choix. Ils sont libres de ne pas vibrer avec ce que tu dis par rapport à les sutras, les méditations, ils sont libres. Il y a des gens qui ne sont pas dans cette vision, mais ils font partie de nous, de la conscience collective à respecter. Si quelqu'un, tu lui parles de
Tout est interconnecté, tout est interdépendant. On vit dans une trame collective. On va te dire, tu es fou. Qu'est-ce que tu me dis ça? Ça n'a aucune valeur. Ça, c'est de l'ésotérisme, c'est un petit peu du quantique. De façon, c'est son référentiel à respecter. Attention, tu ne vas pas lui dire non, tu as tort, tu commences à vouloir convaincre, et là, c'est le transfert des énergies. Le principe fondamental de l'approche matricielle, c'est qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Convaincre, ça veut dire utiliser de l'énergie pour faire passer une information. Et l'énergie, mes amis, c'est l'entité la plus énigmatique, la plus bipolaire, l'énergie. L'énergie, elle est bipolaire. Il y a de l'énergie positive et négative. Quand tu parles de l'énergie, automatiquement, il y a la dualité qui prend forme. L'énergie est dualiste par nature. On vit dans un monde dualiste énergétique. Mais le vrai monde n'est pas dualiste, n'est pas énergétique. Il est purement informationnel. Et quand tu cherches à faire passer une information avec une énergie forte, tu veux convaincre, automatiquement tu es dans la bipolarité. Et chaque bipolarité génère un état conflictuel, donc un état de stress. Abandonnez, mes amis, la notion résonance énergétique, médecine énergétique, thérapie énergétique, il me manque de l'énergie. Ce n'est pas l'énergie qui vous manque. Vous prenez 1 centimètre cube, même pas, de vide, il y a énormément d'énergie là-dedans. L'énergie libre du vide. Et les cellules savent faire ça. Ils n'ont pas besoin d'énergie. Énergie et matière sont les mêmes résonances. Simplement, ils ont besoin d'une information. Si vous sortez de cette conférence et de ce partage avec ces données, l'information est primordiale. C'est ce que je dois intégrer, non pas le système énergétique. C'est énorme. C'est énorme. J'étais avec un physicien récemment. Il me dit, mais écoute, tu parles d'une chose invraisemblable, parce que pour nous, il ne peut pas y avoir d'information sans énergie. On ne peut pas, on a parlé des ondes scalaires, je me dis non, pour nous, c'est l'information et sous la guidance d'une énergie. Il dit oui, mais pour nous, il y a 3 types d'informations dans la vision matricielle, qui suivent les 3 feuillets embryonnaires. Quand le feuillet embryonnaire va relier le cerveau, le foie, le rein, il n'a pas besoin d'énergie, il a besoin d'amour. La reliance, c'est l'amour. L'information réelle qui n'a pas besoin d'énergie, et les potentialités, et les spatialités, c'est l'information au-delà de l'espace et du temps. Quand tu fermes tes yeux, mais parfois tu en vois quelque chose dans ce silence intérieur. Tu n'es pas dans l'agitation de tes pensées. Tu es dans l'élan informationnel. Tes cellules fonctionnent comme ça. Quand ils sont dans un état physiologique sain, ils fonctionnent en résonance de communication au-delà de l'espace et du temps. Quand ils commencent à générer, à vouloir de l'énergie, c'est déjà il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils sont dans la dualité. Tout ce qui est énergétique et dualiste est problématique. Vous voyez, dans notre vie, mes amis, si vous prenez conscience de ce concept dualité-énergie, parce que souvent pour nous, c'est l'énergie. On a besoin d'énergie. Il nous faut de l'énergie. Je me sens fatigué, je dois prendre un truc qui va mieux, ou je vais faire des choses qui vont apporter de l'énergie, c'est-à-dire un problème en plus. Problème en plus. Souvent, tu prends de l'énergie, tu vas éliminer cette énergie. Il te faut de l'énergie pour l'éliminer. Par contre, l'information, c'est quoi? C'est la qualité fondamentale de l'être. L'énergie, c'est la qualité fondamentale de l'existence. J'existe et je suis.
mais j'existe dans l'interface énergétique de 0,1% et je suis dans la globalité restante. Je pense, donc j'existe. Je ne pense pas, donc je suis. C'est dans l'interface du silence que je suis. C'est dans ce silence que les cellules vont émettre une information de reliance. Dans l'agitation, les cellules existent. C'est dans l'existence. Je peux dire que l'existence, c'est un mouvement agité. C'est l'onde électromagnétique. C'est les fréquences, c'est l'agitation, c'est le mouvement. Mais entre deux mouvements, il y a toujours un petit silence. N'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir un mouvement continu, tout est discontinu, heureusement. Et entre deux mouvements, il y a cette discontinuité. Là où se greffe, rien n'a été enregistré, ma Habib. Oh là là. Parce qu'elle m'a dit d'appuyer ici. Mais je me rappelle parce qu'on parle de discontinuité. Quand ça clignote, c'est discontinu. Je dis, j'adore la discontinuité. Il m'a dit, non, la discontinuité ne va pas enregistrer ce que je dis. Et je vois la discontinuité. Pour une autre fois, ben, c'est pas grave. Mais j'appuie maintenant, c'est continu. Oh là, la discontinuité, c'est l'élément fondamental. Tout est discontinu. Quand il y a un mouvement, il y a un petit arrêt entre les deux mouvements. Quand tu penses, il y a toujours un laps temporel où tu ne penses pas. Et dans cette phase de latence entre deux pensées, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'information qui se greffe. On peut dire quand je m'agite dans la pensée, je suis énergétique, j'envoie quelque chose de l'ordre de l'énergie. Quand je suis dans cette phase de silence, j'apprends à augmenter cette phase, à dilater le silence entre deux pensées. Je réveille une information connexionnelle. Je me connecte à la globalité. Vous savez, on est tous reliés. On est comme disait Conforto, Habib, l'astrophysicienne, on est comme des cellules d'un même corps cosmique, l'univers. Et on est interconnectés, c'est la même image. Vous voyez l'univers. Vous êtes des cellules de l'univers, vous êtes interconnectés quand vous êtes comme des cellules de votre corps. Il y a parfois des images du cerveau et de l'univers. Vous ne pouvez pas faire la différence. Il y a de la musique ici à lui. Magnifique. Tu ne peux pas faire la différence entre la musique céleste et la musique physique du corps. Tu ne peux pas faire. Tellement, c'est des résonances identiques. On a des images entre l'univers, une image de l'univers et du cerveau, c'est pratiquement un isomorphisme. Tel point, on dit qui a créé l'autre, qui a donné forme à l'autre, sachant que l'observateur qui donne forme à la chose observée au niveau quantique, qui a créé l'autre. Et je reviens à la tradition. Après, je vous laisse poser des questions parce qu'on est dans le partage. La tradition, mes amis, va réveiller ce potentiel. Il n'y a pas que le soufisme et les Védas, il y a d'autres traditions. La Kabbale aussi a ce potentiel énorme dont on a besoin. On a besoin de ces traditions évolutives. J'ai commencé à donner des conférences il y a plus de 14 ans. J'ai commencé à Montréal. C'était pas encore le moment de parler du soufisme, des Védas. Je parle un peu des techniques mentalisées, la visualisation, les techniques de régression pour capter une information et la mettre en place pour changer son potentiel, son regard. Mais moi, quand je rentre à l'hôtel, je médite, j'utilise les sutras, j'utilise les mantras, je dis quand même, il ne faut pas être hypocrite, il faut partager même ça avec mes amis. Et c'est ce que maintenant, c'est la voie, c'est ce qui s'ouvre maintenant. On a besoin de ces outils.
C'est pour ça que ce week-end va être axé sur les outils de ces deux traditions, védique et soufie, pour réveiller ce plein potentiel et surtout fluidifier le cerveau, parce qu'il vit dans un état difficile. Tu ne peux pas greffer la joie qui est une mouvance. La joie, c'est une résonance vibratoire, la joie. Si tu ne crées pas un support physiologique par rapport à la joie sans objet, tu ne peux pas, tu vas être dans la projection psychologique de la joie. Tu vas être encore une projection dans le futur. Et ça va être encore une problématique temporelle. Futur et passé, la dynamique du passé. Et c'est pour ça que c'est une joie boiteuse. On sent qu'on n'est pas tout à fait dans la joie. La joie doit avoir un support physiologique. Comme par exemple, pour regarder, tu as des yeux. Il y a un support physiologique. Et tu ne peux pas voir sans avoir des yeux. Il te faut un organe qui marque un substratum physiologique par rapport à une fonction. Et la fonction fondamentale, c'est la fluidité des trois cerveaux. Le spirituel, c'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec le physiologique. C'est pas métaphysique. C'est de la physiologie fine, subtile. Et qui s'actualise dans le non-rejet, la non-analyse, l'acceptabilité, l'ouverture, la grande tolérance et l'intégration. Oh, c'est des gros mots, ça. C'est énorme. C'est des mots énormes. Mais est-ce qu'on peut réaliser tout ça? Au fond de nous-mêmes, on est dans un état d'agressivité par rapport à nous-mêmes. On cherche quelque chose, on cherche à réaliser un désir, on n'arrive même pas à le réaliser. On a toujours l'inverse de ce qu'on veut, paradoxalement. Si je vous pose la question un par un, souvent on n'a pas ce qu'on réalise, ce qu'on désire, mais souvent on projette quelque chose, on reçoit l'inverse. Comment ça se fait? Cette fameuse loi d'attraction. D'abord, ce n'est pas une loi d'attraction, c'est une loi de l'état fusionnel. On a tout inversé. On parle du secret. La loi d'attraction, c'est la loi du voile cosmique. C'est une loi énergétique, de séparabilité, parce qu'elle voit la chose à l'extérieur. Elle est l'archétype de la séparabilité. L'attraction. Par contre, à travers le référentiel lumière réelle, ce n'est pas l'attraction. C'est l'état fusionnel. Tout se met en résonance de l'état fusionnel. Si tu as un désir, et si tu actives un potentiel pour actualiser ce désir, pour le mettre en réalité, tu utilises de l'effort. Et bien l'effort va générer l'inverse de ce que tu veux. Il va même réveiller le potentiel inverse. On a oublié une loi cosmique d'une subtilité extraordinaire qu'on appelle le non-effort. Le non-effort, c'est pas la paresse, le non-effort, c'est une activité cosmique, le non-effort. Tout se fait dans le non-effort, dans l'élan. On peut remplacer ce mot non-effort par l'élan spontané. Comment réveiller l'élan spontané? Eh bien, la tradition évolutive nous dit, pour réveiller l'élan spontané, il faut encore fluidifier le cerveau. Comment fluidifier? Il faut répéter des résonances subtiles, parce que la cellule va épouser cette résonance. Elle va se trouver dans cette mouvance de subtilité, elle va se fluidifier. C'est la théorie de base dans le soufisme, la répétition, le dhikr. Tu répètes. Et quand tu répètes, c'est le cerveau limbique qui répète. Parce que c'est lui, c'est sa spécificité de répéter. Et quand tu répètes, le cerveau va rentrer en résonance avec ce qu'il répète, puisque c'est des mots subtils, c'est un langage structuré dans la subtilité,
Il va fluidifier le cerveau limbique, la sphère émotionnelle, la répétition, les schémas, tout ce qu'on a appris, les dogmes. Ça va devenir fluide. Et c'est ce qu'on cherche, à ne pas analyser. On cherche à apporter la fluidité, sans passer par l'analyse. L'analyse est porteuse encore de séparabilité et de résistance. Quand tu analyses, tu résistes. Parce que tu veux à tout prix avoir une réponse à quelque chose et tu es dans la résistance subtile, implicite. Parfois, tu ne la vois même pas. Un analyste ne voit pas sa résistance. Parce qu'elle fait partie du mécanisme. Je raconte toujours cette histoire. J'avais un ami psychanalyste. Une fois, il m'a dit, j'ai fait une expérience magique. J'ai dit, comment? Il dit, j'ai vu un patient, j'avais pas envie de le voir, celui-là. Wow. Quand il est rentré dans mon cabinet, j'ai pas voulu le recevoir. Bah, il était là. Il a fait sa séance. Mais à un certain moment, on n'a rien dit, parce que lui-même, au fond de lui-même, il ne voulait même pas me voir. Et on a fait une séance dans le silence. Et c'était la première fois qu'il y a eu un déclic. Quelque chose s'est manifesté au-delà de l'analyse, de l'ordre de l'infiniment. Bref, on a capté une information qui n'était pas de l'ordre de l'analyse. On a dit, il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Et il est sorti libéré après des années d'analyse. Et une séance où il n'y avait rien, il y a eu le déclic, Habib. Je dis, magnifique, tu as transcendé, Habib. Vous étiez dans la sphère de la transcendance, dans le champ de tous les possibles, au-delà des mots, dans ce silence magique qui renferme toutes les ouvertures évolutives, conscientes. L'analyse renferme les solutions. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? C'est une régression dans la sphère phylogénétique. Bonjour les crocodiles, les éléphants. La descente aux enfers. Tu exagères, Aziz, quand même. On est tous des analystes ici. Il y a des analystes qui me regardent. Oh là, Habiba, j'exagère exprès. Parce que l'analyse, un petit peu, ça sert quand même. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'analyse, hein, entre nous. Un petit peu, hein. Parfois j'exagère pour réveiller un potentiel. C'est ma façon de voir, de faire un peu comme dans le soufisme. Souvent, on pousse pour réveiller le potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Pour nous, c'est fluidifier ces trois cerveaux qui servent à changer notre regard, à poser notre regard autrement sur la vie, sur les mécanismes de la vie. Les Védas font la même chose avec les sutras, Toute la tradition réelle est animée par ce besoin d'apporter un autre regard. Et fluidifier maintenant, la science est là pour nous aider à comprendre ces mécanismes. Pourquoi on est resté figé? Pourquoi je conceptualise mieux que mon corps est un ensemble solide que de le conceptualiser comme un mouvement, un plasma, un liquide d'un autre genre, d'une fluidité extraordinaire. Je ne peux pas le concevoir comme ça. Parce que tout est centré dans ma conscience sur le principe de la séparabilité. Parce que quand il y a un objet, il y a une distance. Deux objets, il y a une distance. Et quand il y a une distance, il y a un espace. Et quand il y a un espace, il y a un temps. Et quand il y a un temps, voici les... bonjour les histoires. On peut se raconter des histoires. Là où il y a le temps, tu peux te raconter des histoires du passé, du futur, projection, ce que tu as vécu. Transgénérationnel, Habibi, et tu peux te raconter des histoires magnifiques. Mais quand tu sors de ta temporalité, tu es dans la présence. Oh, Habibi, c'est un mot magnifique. Je n'ai pas dit l'instant présent. Parce que le présent n'existe pas. Il est déjà passé. C'est la présence. Je spatialise le temps.
Je parle de la présence. La présence, c'est une donnée que chaque être humain peut vivre. Tu spatialises le temps. Tu vis un état hors temps. Dans le temps. Parce que dans le temps, tu existes en tant que mouvement. Et dans la conscience, tu spatialises le temps et tu es dans la spatialité fondamentale de ton être. Tu vis réellement les deux résonances de la vie. Et dans la forme, c'est-à-dire dans l'existence temporelle, et dans la non-forme, la spatialisation de la conscience hors du temps. Ces deux qualités sont les deux archétypes de ton être. On a perdu cette qualité, on est niché dans une forme. En plus, on est dans la forme avec une peur invraisemblable. On a peur de tout. On a peur de ce qui peut se passer demain. On a peur de manquer, on a peur de vieillir, on a peur de tomber malade. On a peur de tout, à tel point, mes amis, que cette peur va nous mettre encore plus dans la forme. On est dans la forme, on est tellement dans cette peur, dans la forme, que la forme est encore plus réduite. On est condensé dans la forme. Et c'est pour ça que j'étais étonné que vous m'avez dit, vous êtes dans la joie quand même. Un peu. On est dans la peur chronique. L'être humain est dans une peur. Après, il va projeter. Demain, je ne vais pas être dans la peur. Et il est dans l'attente. C'est pire encore. Il attend de ne pas être dans la peur. Et vas-y, la salle d'attente, elle est pleine. Je mets beaucoup de choses dans cette salle d'attente. Demain, je serai guéri. Demain, je vais avoir l'illumination. Je vais mourir. Demain. C'est le même mécanisme qu'un enfant. Il est né, il voit l'adulte, il dit demain je vais être grand, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir un travail, je vais être dans la retraite, je vais. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui va apparaître de l'ordre du non-sens, la mort. Qu'est-ce que tu attends à lui? Ah bon? Eh bien, le non-sens qui se révèle dans cette attente. L'attente est porteuse d'un état de non-sens parce que la fin de l'attente, c'est la mort. Et là, tu as peur encore de la mort, n'est-ce pas, Habib? Ne me dis pas que tu n'as pas peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. C'est une évidence, n'est-ce pas? On a tous peur de la mort. Parce que c'est un élément fondamental de l'existence. Mais si tu te greffes dans l'être-té de ta conscience, dans l'être, est-ce que l'être a peur? L'être, c'est l'omniprésent, c'est l'éternel, qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Oh là, il est où? Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ah bon? Il n'est pas au ciel, là. Il est plus proche de toi que ta... Cet être éternel, omniprésent, immuable, et qui est l'alpha et l'oméga de tout ce qui est phénoménal changeant. Au lieu d'être dans le phénoménal, coupé de ton être-té, tu réalises ton être-té au fin fond de ta conscience. Est-ce que tu vas avoir peur maintenant? Quand tu réalises cela, la peur va s'alchimiser par la présence. La mort, c'est la négation de la naissance, la vie éternelle. Elle est éternelle par sa structure consciente et éternelle par sa nature connexionnelle à l'être.